Et si, en une poignée de minutes, le cœur d'une armée disparaissait? Imaginez un matin ordinaire dans la région de Tchernihiv, où des centaines de soldats ukrainiens, des officiers d'élite et même des experts venus d'Occident s'affairent dans un centre d'entraînement ultramoderne. En quelques instants, tout bascule. Une salve de missiles russes d'une précision jamais vue s'abat, annihilant hommes, matériel et espoir en une seule opération fulgurante. Ce n'était pas un simple bombardement. Les pertes humaines et matérielles sont colossales. Parmi les victimes, on compte non seulement des militaires ukrainiens aguerris, mais aussi des instructeurs étrangers, venus transmettre leur savoir et tester de nouveaux équipements occidentaux. Des semaines de préparation, d'entraînement tactique et de planification d'opérations spéciales se sont évaporées sous l'impact des missiles Iskander, laissant derrière elles un vide stratégique stupéfiant. Même les alliés occidentaux, pourtant habitués au pire scénario, n'avaient pas anticipé une frappe d'une telle efficacité. L'opération a pris tout le monde de court, révélant des failles inédites dans l'organisation, la protection des infrastructures et le flux du renseignement. La confiance dans la capacité à former et à soutenir les forces ukrainiennes vient de chanceler, et les objectifs à moyen terme sont remis en question. Cet événement n'est pas qu'un revers militaire, c'est un signal d'alarme pour toutes les armées modernes. Ignorer l'importance de la préparation, du renseignement et de la synchronisation des moyens, c'est s'exposer à la perte de force vitale, à une brèche stratégique qui peut rebattre toutes les cartes du conflit et à une perte de confiance internationale difficilement réversible. Mais comment une telle attaque, à la fois chirurgicale et dévastatrice, a-t-elle pu être menée sans être décelée à temps? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses de la préparation, là où se jouent l'ombre et la surprise. Pour percer le secret de cette opération hors norme, suivons le fil invisible du renseignement et découvrons comment chaque détail a été minutieusement analysé avant la frappe. Pourquoi ce centre était-il devenu la pièce maîtresse de la défense ukrainienne? À première vue, ce complexe de la région de Tchernihiv ressemblait à un simple terrain d'entraînement militaire, mais en réalité, il était au cœur du dispositif ukrainien. Ce centre servait de base logistique, d'espace de coordination et de point d'intégration pour les armes occidentales les plus récentes. Ces derniers mois, l'afflux de matériel, de munitions et d'instructeurs étrangers n'a cessé de croître. Camions chargés d'armements modernes, caisses de munitions et véhicules blindés arrivaient en continu. Ce n'était plus une simple caserne, c'était un carrefour vital où l'aide occidentale prenait forme opérationnelle. Pour répondre à ces besoins croissants, les Ukrainiens ont renforcé les infrastructures, hangars modernisés, installations de quartiers généraux temporaires, réseaux de communication protégés. Des spécialistes aguerris aux combats urbains, venus de plusieurs fronts, étaient démobilisés sur place, apportant leur expérience pour préparer des unités à des opérations complexes. Mais à mesure que le centre montait en puissance, la surveillance russe se renforçait elle aussi. Drones d'observation, interception radio, analyse satellite et même infiltration d'agents sur le terrain. Tout était mis en œuvre pour décoder chaque mouvement, chaque arrivée suspecte, chaque chantier de modernisation. Sous-estimer l'importance d'un tel point névralgique, c'est courir le risque d'une destruction rapide et brutale, avec en cascade l'effondrement de toute une chaîne logistique et opérationnelle. Les Russes l'avaient compris. La moindre faille, la moindre concentration trop visible pouvait devenir une cible fatale. Quand la machine du renseignement détecte un tel point faible, tout s'accélère. Face à tant d'informations convergentes, la planification d'un assaut de précision devient presque inévitable. Mais comment les Russes ont-ils orchestré l'une des attaques les plus redoutables de ces derniers mois? Comment frapper exactement au moment où l'ennemi est le plus vulnérable? C'est le défi auquel ont répondu les planificateurs russes, transformant une masse de données brutes en une attaque chirurgicale. D'abord, chaque renseignement a été validé et recoupé. Présence de plusieurs centaines de soldats, arrivées en continu d'instructeurs étrangers, dépôts de munitions neuves, stock de matériel occidental. Les signaux radio, les images satellites et les rapports d'agents ont dressé un tableau précis du centre, de la configuration des hangars jusqu'aux horaires d'instruction, révélant que c'est au matin que le plus grand nombre de cibles se regrouperaient pour les briefings quotidiens. Ce choix du matin n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un calcul froid, frappé quand tout le personnel est rassemblé, quand les convois déchargent armes et équipements, afin de maximiser l'impact et d'empêcher toute dispersion. Pour réussir, la planification s'est déroulée sous un strict secret. Seule une poignée de décideurs avait accès au plan précis et à l'heure exacte du tir. Le missile Iskander a été choisi comme outil de l'opération. Son rôle, garantir une précision quasi métronomique, une puissance de destruction capable de fissurer les abris renforcés,
et une vitesse telle que la cible n'a aucune chance d'alerte ou de riposte. Sa portée permettait d'éviter toute exposition inutile des lanceurs tout en maintenant la surprise totale. Mais la clé du succès, c'est la synchronisation. À l'instant du lancement, des drones survolent déjà le site, retransmettant en temps réel les moindres mouvements. Les officiers à distance adaptent le timing pour déclencher les frappes au point d'effondrement optimal. Pas question de laisser au hasard la moindre seconde. La simultanéité est vitale. Ainsi, en quelques battements de cœur, les missiles pleuvent sur le quartier général, les hangars bourrés de véhicules et de munitions, les dépôts d'armes et même le terrain d'exercice où s'entraînent les nouvelles recrues. L'effet domino est immédiat. Confusion, destruction, perte massive, tout ce qui faisait la force du centre s'effondre en silence. Dans un tel affrontement, sous-estimer la capacité de synchronisation de son adversaire, c'est risquer de tout perdre en quelques instants. L'intelligence du renseignement et la maîtrise du temps dictent la loi du champ de bataille. Mais la puissance d'un coup ne se mesure pas seulement à son impact initial. C'est la réponse, l'adaptation et les conséquences qui vont vraiment révéler les effets de cette opération sans précédent. En quelques secondes, le centre devient un champ de ruines et la chaîne de commandement s'effondre. L'impact est foudroyant. Les infrastructures du site disparaissent sous les décombres, emportant avec elles des centaines de soldats, l'élite de plusieurs unités et même des instructeurs étrangers venus de pays occidentaux. La puissance des explosions atomise les bâtiments principaux. Les hangars, les dortoirs et les postes de commandement ne sont plus que des silhouettes calcinées. Dans les entrepôts, la chaleur allume une réaction en chaîne. Munitions et stocks de carburant s'embrasent, provoquant une série de déflagrations secondaires qui secouent encore les environs longtemps après la première frappe. Très vite, des colonnes de fumée noire étouffent la lumière du matin alors que les flammes gagnent les zones de stockage, rendant tout contrôle impossible. Les moyens de communication sont anéantis en un instant. Ordre, contre-ordre, appel à l'aide, tout se dissout dans la cacophonie. Les radios saturent, le réseau informatique local cesse de répondre et les chefs de section livrés à eux-mêmes ne parviennent plus à coordonner la moindre réaction organisée. La panique s'empare de ceux qui ont survécu à l'explosion initiale. On assiste à des tentatives désespérées d'évacuation, à pied ou à bord des quelques véhicules encore en état de rouler. Certains cherchant à porter secours, d'autres essayant simplement de fuir la zone qui menace de s'embraser à chaque nouvelle explosion. La confusion règne. Aucune chaîne hiérarchique ne subsiste. Cette désorganisation totale entraîne la paralysie temporaire de toute capacité offensive ukrainienne sur ce secteur. Les unités environnantes, privées de commandement et d'ordre clair, stoppent leur mouvement. Les plans d'opération prévus pour les jours suivants sont suspendus, faute de coordination et de moyens humains. Mais au-delà des dégâts matériels et humains, c'est un choc moral qui frappe l'armée ukrainienne. Ce centre, considéré comme sécurisé car éloigné du front, semblait jusqu'ici à l'abri des frappes massives. Désormais, plus aucun endroit n'est intouchable, et les soldats réalisent que même l'arrière peut être foudroyé en un instant, quelle que soit la modernité des moyens de protection. Pour l'Ukraine, la perte de ce centre va bien au-delà du bilan immédiat. Elle ébranle la confiance des troupes, complique la relève des unités et jette un doute sur la capacité de l'état-major à protéger ces points névralgiques. Les partenaires étrangers, eux aussi, constatent la fragilité des dispositifs déployés et s'interrogent sur l'efficacité de leur soutien face à une telle intégration du renseignement et de la frappe de précision. Une telle perte peut déstabiliser non seulement une armée mais aussi la confiance d'un pays entier et de ses alliés. Le traumatisme s'installe, renforcé par la crainte que d'autres sites, tout aussi stratégiques et reculés, puissent être visés à l'avenir. Mais les répliques d'un tel séisme militaire dépassent l'instant pour s'inscrire dans la durée. Quelles seront les conséquences à moyen terme pour l'armée ukrainienne et ses soutiens ? Après le choc, la course à l'adaptation commence. Pour les Russes, l'opération de Tchernihiv devient un modèle à suivre. Ils y voient la confirmation que la coordination parfaite entre renseignements, planification minutieuse et frappe de précision peut non seulement paralyser l'ennemi, mais aussi lui imposer un nouveau rythme. Leur état-major analyse chaque étape, collecte approfondie des données, synchronisation des capteurs et exécution foudroyante. Ce schéma, s'il est répliqué, promet des succès futurs. Face à ce bouleversement, l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de déplacer une partie de sa formation à l'étranger. Cela signifie plus de temps pour chaque cycle de préparation, davantage de contraintes logistiques et la perte d'une certaine autonomie. Former ces soldats hors de ses frontières expose à d'autres vulnérabilités.
Les retards s'accumulent, l'efficacité se dilue, la dépendance envers les alliés s'accentue. Les partenaires occidentaux, eux, oscillent entre deux discours. D'un côté, ils minimisent publiquement l'impact de l'attaque, insistant sur la résilience ukrainienne et la poursuite de leur soutien. De l'autre, l'opération révèle en coulisses de réelles inquiétudes, la sécurité de leurs instructeurs, la vulnérabilité de leurs dispositifs d'aide et les limites de ce qu'ils peuvent offrir sans risquer l'escalade. Ce double langage traduit une nervosité croissante au sein des états-majors occidentaux. Sur le plan opérationnel, la Russie bénéficie d'une fenêtre d'opportunité. Grâce à sa supériorité momentanée dans l'intégration du renseignement et des frappes, elle impose temporairement ses conditions sur le théâtre d'opération. Mais cette avance est fragile. Elle dépend de la capacité russe à répéter ce type d'opération sans relâche. Pour l'Ukraine, le risque est immense. Si de tels assauts se multiplient, c'est la force structurelle même de son armée qui pourrait être érodée à terme. Moins d'officiers expérimentés, perte de savoir-faire accumulée et difficultés croissantes à renouveler ses cadres. L'effet cumulatif de ces attaques risque de déséquilibrer durablement la balance stratégique. Il est donc vital pour chaque camp de tirer rapidement les leçons de ce choc. Ne pas s'adapter, c'est accepter de voir les erreurs se répéter et laisser l'initiative à l'adversaire. Mais alors, quelles solutions concrètes s'offrent aujourd'hui pour éviter une nouvelle paralysie ? Peut-on encore inverser la tendance et restaurer un équilibre stratégique durable ? Dans la guerre moderne, l'invisible tue plus sûrement que le canon. Ce n'est plus seulement la puissance de feu brut qui décide du destin des batailles, mais la capacité à voir, comprendre et frapper, parfois sans que l'ennemi ne comprenne d'où vient le coup fatal. L'attaque du centre d'entraînement ukrainien dans la région de Tchernihiv incarne cette évolution. Derrière la violence du missile, il y a des mois de travail silencieux. Collecte d'informations, recoupement, analyse, tout un balai d'experts œuvrant dans l'ombre. Chaque donnée, chaque mouvement observé, chaque signal intercepté construit la carte invisible de la cible. Ce n'est qu'après avoir tissé ce filet de renseignements, éliminé les doutes et anticipé les réactions adverses que l'état-major russe a pu orchestrer une frappe chirurgicale synchronisée à l'instant de la plus grande vulnérabilité adverse. Le résultat n'est pas seulement la destruction physique d'un site, mais la désorganisation d'une chaîne de commandement, la perte d'expérience accumulée par des soldats et instructeurs, la remise en question de la préparation d'un futur front. L'intégration entre renseignement, planification et action devient alors un multiplicateur de puissance. Elle transforme chaque euro investi, chaque heure d'entraînement, chaque kilogramme d'armement en avantage réel ou, à l'inverse, en point faible exposé aux yeux d'un adversaire mieux informé. Ce modèle d'opération ébranle l'équilibre. Les défenses ukrainiennes, pourtant soutenues par des techniques et des équipements occidentaux, révèlent soudain leurs failles. L'aide extérieure, sans protection d'un écosystème complet de renseignement et de coordination, ne suffit plus. Les moyens techniques, si avancés soient-ils, restent vulnérables face à une organisation qui sait quoi chercher, comment exploiter chaque détail et frapper au moment exact. Celui qui néglige l'intégration entre renseignement, planification et action s'expose à la défaite, même à distance. Un centre d'entraînement peut se transformer en point de rupture si l'ennemi connaît son agenda, ses effectifs, ses faiblesses structurelles. L'ignorance ou la dispersion des informations condamne à subir le choc sans comprendre, et parfois sans même pouvoir riposter. C'est là toute la fragilité de la guerre moderne. Chaque force recèle sa propre vulnérabilité, chaque progrès technique ouvre une brèche potentielle, chaque collaboration internationale peut être suivie, analysée, exploitée. Le prestige, la crédibilité et la survie d'un État se jouant désormais sur la capacité à synchroniser le visible et l'invisible, le renseignement et l'action, la prévention et la riposte. À l'heure où la frontière entre le champ de bataille et l'arrière disparaît, la maîtrise de cette intégration détermine qui façonnera le cours du conflit et qui le subira.